Actualité oblige, on s'intéresse ce soir à ces imposants navires de croisière qui sonnent les plus belles mers du monde. Des bateaux tellement imposants que la force du vent ne suffirait pas à les faire avancer. On utilise donc des moteurs, bien sûr, et là aussi, les techniques de propulsion ont pas mal évolué. À l'époque des premiers bateaux à vapeur, donc au XIXe siècle, il n'existe qu'un seul système de propulsion pour les faire avancer, celui des roues à aubes. Des énormes roues munies de pales mises en mouvement grâce à la vapeur sous pression. Grâce à elles, le bateau peut avancer et reculer. Mais lorsqu'il navigue sur une mer agitée, chaque vague fait tanguer le navire. Tout en continuant à tourner, les roues se retrouvent parfois hors de l'eau. Il y a donc une sérieuse perte d'énergie. Isamar Kingdom Brunel veut alors créer un bateau plus performant. En 1843, il se lance dans la création du SS Great Britain, le premier navire doté d'une propulsion à hélice. Mais comment ça marche? Pour mieux comprendre le principe, voici une démonstration à petite échelle. Qui a créé cet appareil au IIIe siècle avant Jésus-Christ? C'est une vis. La dentelle s'étend jusqu'au bout de la vis. Si vous la faites tourner dans l'eau, ça va mettre le liquide en mouvement. C'est comme une pompette. Quand on place la vis verticalement, on la fait tourner et qu'on ajoute dans le récipient un liquide, la vis tourne et amène le liquide vers le haut. Maintenant, si on met cet appareil à l'horizontale et on l'attache à un bateau, l'eau va exercer sa force de ce côté-là et donc le bateau sera propulsé dans le sens opposé. On vient de créer une hélice. Contrairement aux roues à aubes, l'hélice est constamment sous l'eau. Il n'y a plus cette perte d'énergie. Brunel est convaincu par ce mécanisme. Alors, pour persuader ses employeurs, Brunel a donc mis sur pied une expérience avec deux bateaux, un navire équipé de roues à aubes et l'autre pourvu d'une hélice. Une corde les relie, les bateaux jouent au tir à la corde et le gagnant est celui qui arrive à tirer l'autre navire. ces deux spécialistes vont faire la même expérience que Brunel, mais à petite échelle dans un bassin. À gauche, le bateau pourvu d'une hélice et à droite, le bateau doté de roues à aubes. Tu gagnes. Le grand vainqueur est donc le bateau à hélice. Brunel doit aussi repenser la configuration du moteur puisqu'il change de système de propulsion. Il rajoute un arbre d'hélice, ici en rouge. C'est une pièce qui relie le moteur directement à l'hélice pour la faire tourner. En 1845, le SS Great Britain a traversé l'Atlantique en 14 jours, c'est-à-dire un jour de moins que le Great Western en 1838. Aujourd'hui, les paquebots sont tellement massifs et grands qu'il est impossible de les manœuvrer avec une hélice comme celle que nous venons de voir. Avec un arbre d'hélice rigide, dirigé dans une seule direction, les bateaux jusqu'au milieu des années 90 peuvent soit avancer, soit reculer. Aujourd'hui, les ingénieurs des nouveaux paquebots installent chaque hélice sur ce qu'on appelle une nacelle. Des nacelles qui sont même orientables. Elles ont une rotation de 360 degrés, pratique pour approcher du quai. Mais ce n'est pas tout. À l'avant du bateau, on a installé 4 hélices supplémentaires, des propulseurs d'étrave. Grâce à ces propulseurs, le bateau peut être manœuvré à gauche ou à droite et peut même tourner sur lui-même. Et chacune de ces hélices colossales pèse près de 27 tonnes. Ces hélices sont utilisées par les sous-marins russes. Elles coûtent cher parce qu'elles sont en nickel, en aluminium et en bronze, un métal très précieux dans l'industrie nautique, donc c'est pas donné. Autant dire qu'elles doivent être entretenues régulièrement. À chaque fois que le paquebot accoste dans un port, l'ingénieur en chef envoie son équipe de plongeurs pour une inspection minutieuse. Les algues et d'autres éléments marins collent aux pales. Les hélices perdent de leur efficacité et la consommation en mazout augmente. Le rapport des plongeurs est positif, les pales des hélices sont propres et en très bon état. Le paquebot est prêt à partir pour de nouvelles aventures. Et à toute vitesse, s'il vous plaît, histoire de permettre aux passagers de profiter d'un maximum d'escale, mais leur confort est aussi une priorité pendant la traversée. Il serait dommage qu'ils attrapent le mal de mer. La stabilité du bateau doit donc être maximale, et pour éviter de tanguer, on a trouvé quelques astuces. Et oui, sur ce genre de paquebot, la stabilité est l'un des éléments très importants pour éviter le mal de mer. Les ingénieurs ont donc placé des stabilisateurs de part et d'autre de la coque. Des ailerons qui permettent non seulement de réduire les vibrations provoquées par l'hélice, mais surtout ils permettent de contrer les mouvements de roulis. Des
balance de gauche à droite. Lorsque le bateau penche, les ailerons pivotent afin de réduire l'effet de la houle, donc des ondulations de la mer. Ces stabilisateurs permettent au bateau de moins bouger. Pour le confort du passager, il y a aussi l'aspect pratique et visuel. Le début du XXe siècle est considéré comme étant l'âge d'or des paquebots. Beaucoup de navires offraient des voyages extrêmement luxueux pour un public aisé. Parmi ces navires, le SS Normandie, construit en 1931. En première classe, la salle principale pouvait accueillir 700 personnes. Et une fois le dîner terminé, toutes les tables étaient enlevées et l'espace se transformait en une immense salle de bal. Et oui, avant la création des paquebots de luxe, la salle des machines était située ici, dans la coque, car cela permettait de maintenir une certaine stabilité. Les machines produisaient beaucoup de fumée véhiculée directement par des conduites vers ces énormes cheminées. Pour créer une salle de bal, il a fallu se débarrasser de ces colonnes. Mais comment faire ? On a pensé remonter la salle des machines sur le toit, mais le bateau aurait été déséquilibré. On a alors imaginé déplacer cette salle ainsi que les cheminées à l'arrière du bateau pour avoir plus d'espace au centre. Mais là non plus, ce n'était pas une bonne idée. Les ingénieurs ont alors décidé de laisser les machines dans la cale, mais ils ont trouvé la solution pour se débarrasser des grands conduits qui traversaient les ponts du navire. Ils les ont tout simplement divisés en deux. Ils ont disposé ces conduits contre les parois du bateau pour laisser un grand espace au centre. Ces conduits se rejoignent sur le toit et sont ainsi reliés aux cheminées. Aujourd'hui, l'espace est encore plus important qu'au XXe siècle. Nous voici à bord d'un paquebot nouvelle génération. Cette immense cour au centre du bateau a une longueur de 136 mètres. On l'appelle la promenade royale. Pour éviter que cet immense espace ne soit la proie des remous et ne s'écroule, les ingénieurs ont renforcé les parois, le toit et le sol avec des plaques en acier. Toute cette surface est consolidée par des colonnes, elles aussi en acier. Un squelette qui est totalement invisible aux yeux des passagers. Des innovations et du luxe qui font de ces bateaux de vraies villes se déplaçant sur l'eau. Et c'est vrai que ces géants des mers ont tout pour nous impressionner. Les piloter avec leurs milliers de passagers à bord est donc une importante responsabilité, comme on a malheureusement encore pu le voir récemment. Il faut notamment savoir lire ce genre de cartes. Ce n'est pas simple, mais ce n'est pas tout. Vous allez voir qu'à l'École supérieure de navigation d'Anvers, la théorie se mêle aux exercices pratiques. Après avoir étudié les notions de base comme la stabilité du navire et appris le langage radio, il est temps de passer aux choses sérieuses, le simulateur. C'est un navire virtuel, il se nomme le Polaris. La passerelle, donc le poste de pilotage, nous offre un paysage panoramique. Lorsque vous mettez le joystick vers tribord, ça veut dire que l'étrave va vers tribord. Lorsque vous mettez le joystick vers bâbord, l'étrave va bien entendu vers bâbord. Et la même chose pour l'arrière du navire. En plus de la manette qui commande les moteurs du bateau, les 9 écrans plongent les étudiants dans la réalité. On a vraiment l'impression de naviguer en pleine mer. Capitaine, on a un problème. Ça bouge tellement, la carte tombe. Ce n'est qu'une illusion. On a l'impression de balancer au rythme des vagues, mais ce sont les écrans qui créent cet effet. Les étudiants ne se fient donc pas aux images. Il suffit d'ailleurs d'un peu de brouillard pour qu'ils soient obligés de naviguer à l'aveuglette. Voilà pourquoi l'étude des cartes maritimes est impérative pour se retrouver en pleine mer. Sur la carte, on retrouve tout ce qui est important pour la navigation. Tant les données à terre, c'est-à-dire les phares, les bouées, tout ce qui est balisage, les dangers, les hauts fonds, les épaves éventuelles, les courants, la direction des courants, tout cela on retrouve sur les cartes marines. Et pour compléter la carte marine, l'appareil indispensable pour naviguer sans percuter votre navire, le radar. Le radar leur permet, disons, par très mauvaise visibilité, de toujours pouvoir savoir s'il y a des navires dans les environs, s'il y a des risques d'abordage avec les autres navires, ainsi qu'également de déterminer leur position. Après avoir fait le tour des machines et étudié en détail le Polaris, il est temps pour les étudiants de prendre la barre. Ils mettent le cap sur le détroit de Gibraltar,